On va y aller. En préambule de tout ça, vous avez eu accès aux résultats, j'imagine, cette épreuve. Bon, je vais vous dire très rapidement où est-ce qu'on en est. On en est à une note moyenne de 11,5 avec un écart type de 3 et une médiane à 12 avec un interquartile à 10 et 13,5. Donc, plutôt une épreuve moyenne avec seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étudiants qui ont 15 ou plus sur les 47 qui ont participé. Alors encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé, merci d'être là et on va y aller. Alors, on va partager l'écran et puis on va avancer. L'idée, hein, pour tous ceux qui soit me connaissent un peu, soit connaissent un peu la médecine d'urgence et sont intéressés par la médecine d'urgence, l'idée quand même, c'est d'arrêter de faire les singes savants, les amis. D'accord? C'est d'essayer de comprendre. Alors, ça ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi. C'est avant d'apprendre par cœur, je vous en supplie, essayez de comprendre ce qui se passe. Et une fois que vous aurez passé un petit peu plus de temps à comprendre les mécanismes, à comprendre ce que les examinateurs veulent de vous, et ben, vous aurez gagné beaucoup de temps. Je dis ça en toute amitié, en toute bienveillance, hein, parce que pour ceux qui passent aux urgences ou au SAMU, à qui je le répète en permanence, vous n'êtes pas des singes savants. On ne vous demande pas d'apprendre des recettes toutes faites, je vous en supplie. Et on ne vous demande pas d'être des bêtes à concours, on vous demande de devenir des bons docteurs. Et devenir des bons docteurs, c'est des docteurs qui comprennent ce qu'ils font. Je l'ai vu aux Écosses hein, la semaine dernière. Le niveau est plutôt bon. J'étais plutôt satisfait hein, du niveau global. Mais bon, ça suffit pas. Et surtout, on a vu, et c'était très clair, que vous apprenez des choses par cœur sans comprendre. Je dis ça parce que à partir du moment où vous apprenez par cœur sans comprendre, c'est très facile pour nous, examinateurs, c'est très facile pour nous, créateurs de contenu, créateurs d'examens, de vous piéger et d'aller sélectionner très fort quelques-uns et de faire tomber tout le monde. Alors c'est pas le but, hein, c'est pas le but des examens, etc. Mais il y a quand même cette logique derrière d'aller classer un petit peu, d'aller faire exploser la répartition des notes et de la réussite pour classer quand même un petit peu. Alors on peut discuter hein, autant que vous voulez, on peut discuter de la philosophie des études de médecine et de ce qu'on vous demande. Moi, s'il vous plaît, je vous demande en tant qu'urgentiste et donc spécialiste d'une médecine généraliste, transversale, de comprendre ce que vous faites. Voilà. Petit préambule fini. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Donatella, est-ce que tu vois bien mon écran? Oui. Donc tu vois bien l'énoncé là. Là, oui, il faut peut-être dézoomer un petit peu parce qu'il est coupé sur le côté, mais Est-ce que c'est bon comme ça? oui, là, parfait. Super. Alors, ce que je vous propose, que je ne dévoile pas les réponses, c'est qu'il y en ait un ou une, hop, voilà, il y en ait un ou une qui avance sur réponse par réponse ou question par question, et puis qu'ensuite on échange, d'accord? Parce que diffuser le résultat de l'anal, c'est facile, ça ferait gagner du temps à beaucoup de monde, mais en vrai, c'est pas très productif. Donc, ce qu'on va faire, c'est question par question. Et on va discuter à chaque question, ok? On va discuter un petit peu du tableau, des mécanismes, de l'identification des attendus de la question, et puis évidemment de toute la partie physiopathe, recommandation dont vous avez besoin. Donatella, est-ce qu'on avance? Est-ce que tu es la seule à avoir allumé ta caméra? C'est une catastrophe. Hein. Ah oui, il y a une autre personne, si je vois. Mais on est deux. Ah, bonjour Mathilde. Super. Non mais c'est une catastrophe. Les études, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pas possible. Bon, bref, c'est comme ça. Quelle tristesse. Alors, on y va. Qui commence? Moi, je peux commencer. Hein. Allez, vas-y, on y va, c'est parti. Je lis du coup ou je réponds? Je réponds. Comme tu veux, mais c'est peut-être pas mal aussi de lire, comme ça on se remet en tête, et puis peut-être qu'au calme, on fait réémerger des éléments qui nous ont échappé au début. Ok, ça marche. Donc, vous êtes médecin du SAMU, vous partez au domicile d'un patient pour ce qui semble être une détresse respiratoire aiguë. C'est un homme de 65 ans, il vit seul à son domicile. Vous y trouvez une forte odeur de tabac et un état d'incurie prononcé.
L'homme a appelé le 15 pour une difficulté respiratoire brutale, rapidement progressive, et depuis, il est dans l'incapacité de finir ses phrases. Quand vous arrivez en sa présence, il est manifestement en détresse respiratoire et ne peut prononcer que quelques mots entre deux respirations. L'interrogatoire est quasi impossible. Vous retrouvez des cendriers remplis et une ordonnance qui indique qu'il prend au moins 2 bronchodilatateurs de longue durée d'action, avec des corticoïdes inhalés et un antidiabétique oral. Vous scopez rapidement le patient devant son état clinique. Ces constantes données par le monitoring sont les suivantes: une tachycardie à 130, une hypertension à 17, enfin 175/96 et une saturation à 79% en air ambiant. Avant d'aller plus loin, Donatella, avant d'aller plus loin là, Mhm. ce qui est important pour vous quand vous commencez vos lectures là, vos dossiers, c'est d'essayer d'identifier dans quel type de vignette vous êtes. Parce que la différence entre les vignettes de médecine de l'aigu, les médecines de chronique, santé pub, etc., vont évidemment, je vous apprends rien, conditionner les attendus. Ça, c'est un dossier, typiquement, c'est un dossier qui va sélectionner très fort. Parce que c'est un dossier d'urgence vitale, de quelque chose de physiopathe généraliste, que tout le monde doit savoir prendre en charge. Et donc, on va vous demander des choses qui, si elles ne sont pas parfaites, vont encore une fois éclater la courbe de distribution et vont sélectionner très fort. Donc moi, quand je lis la correction et les résultats de ce dossier, il y a deux choses qui m'inquiètent. Un, que le dossier soit trop compliqué, j'y crois pas vraiment. Deux, que vous vous concentriez sur des choses inutiles. Normalement, un dossier comme ça, il faut viser très haut. Ok, c'est un dossier où vous devez blinder et vous devez viser très haut. Une détresse respiratoire aiguë, tout ce qui est pathologie de l'aigu, médecine critique, situation vitale, il faut être très fort dessus. Voilà, c'est juste un préambule. Allez, je t'écoute. Je relis les propositions. Ouais, ouais, qu'est-ce que tu dirais? Donc, Du coup, la première mesure à entreprendre dans cette situation, alors moi j'avais coché, tac tac tac, la D, mettre le patient sous oxygène parce qu'il ne peut pas parler, donc l'interroger, c'est pas possible. d'accord. Pareil pour l'examen clinique, enfin pour tout en soi, la priorité c'est quand même qu'il puisse respirer, donc voilà. Et De quoi l'allonger, il bah, surtout pas, veut du coup. l'allonger, pourquoi? L'allonger surtout pas parce que il est en détresse respiratoire, on va juste aggraver la situation. Est-ce qu'on a une courbe clinique? Pardon. Ouh! Ah! Voilà, c'est bon. Ok, très bien. Alors, ça, c'est une QRU, une question à réponse unique. Quand on vous demande une QRU, il faut aller la hiérarchiser par ordre de priorité. De quoi va mourir ce monsieur dans les minutes qui viennent? D'hypoxie slash anoxie. Ouais, exactement. Il va mourir de sa détresse respiratoire, donc de son hypoxémie, de son anoxie tissulaire, en effet. C'est de ça qu'il va mourir immédiatement. Qu'il soit BPCO ou pas, les amis. D'accord? Je vous rappelle que la vitesse d'aggravation de l'hématose chez un BPCO, c'est d'abord les troubles de l'oxygénation, puis ensuite les troubles de la capnie. Tant qu'il a une hypoxie, probablement une hypoxémie avec 79 de sat en air ambiant, il va mourir de son hypoxémie. Il va mourir de son anoxie tissulaire. Et dans un deuxième temps, puisque les mécanismes compensatoires sont un peu plus longs, dans un deuxième temps, il fera les complications de l'hypercapnie, à savoir les poussées hypertensives, les troubles de la conscience, etc. etc. D'accord? Donc le dogme de pas d'oxygénothérapie, QSP 92 chez un PPCO, ça n'a aucun sens à la phase aiguë d'une détresse respiratoire. Ok, donc on meurt de son hypoxie, de son hypoxémie, de son anoxie tissulaire avant de mourir du reste. La première chose à faire, c'est de lui assurer une bonne oxygénation tissulaire. Tu as tout à fait raison. L'anamnèse, ça sert à rien. C'est une perte de temps. L'examen physique complet, ben, on verra après. La voie veineuse, je sais que vous avez tendance à dérouler votre recette toute faite. Comment vous prenez en charge le patient? Je lui pose 2 voies veineuses de bon calibre. Ça, c'est bien, mais il faut l'adapter à la situation. Avant de le perfuser, vous le mettez de l'oxygène. D'accord? Et en effet, la position allongée, notamment le décubitus dorsal, aggrave les détresses respiratoires sur épuisement des muscles respiratoires. Donc, une position d'attente pour une dyspnée, c'est plutôt assis.
Tout le monde est d'accord? Très bien. Inacceptable, réponse E, parce que réponse E, vous allez, l'aggraver et il va certainement mourir si vous l'allongez. Hop, 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 on y va. Allez, on continue, hein, tu bien parti. Ah Ensuite, ce sera d'accord, ma OK. waouh, Oui, oui, non, mais je peux, je hein. je Par contre, vois j'ai une question, il y avait bien qu'un seul DP? Parce que moi, j'ai vu que ça et d'autres étudiants aussi, mais oui, 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 on a mis que oui, ça. OK, d'accord. Je pensais OK. Après la mise en place d'une oxygénothérapie sous 15 litres par minute d'oxygène, vous vous rendez bien compte que cela ne suffira pas à améliorer l'état clinique du patient. Il est conscient, mais il est maintenant dans l'impossibilité complète de parler, ce qui rend votre anamnèse impossible. Vous ne perdez donc pas de temps à l'interroger et procédez rapidement à un examen clinique. Donc quels sont les signes de gravité que vous devez rechercher? Tac Qu'est-ce qu'on tac. va rechercher, Donatella, avant juste de répondre aux questions, de gravité? Qu'est-ce qu'on va chercher là, immédiatement? C'est quoi notre métier et c'est quoi les attendus dans ce genre de situation, détresse vitale? Pardon. Bah, là, rechercher potentiellement enfin, ce qui fait qu'une oxygénothérapie à 15 litres, ça suffit pas et puis potentiellement les critères, du coup de VNI plus ou moins intubation, Oui, là, tu es déjà en train de rentrer dans les détails et c'est comme ça que vous vous perdez en chemin. Vous êtes déjà en train d'ouvrir le chapitre, le troisième paragraphe, la deuxième liste à puces, et cetera. D'accord? Il faut essayer d'avoir une vision méta. La vision méta, c'est qu'est-ce qu'on te demande là tout de suite? C'est on te demande de chercher si ce patient, il va mourir ou il va s'aggraver. C'est tout ce qu'on te demande. Et on mmh te demande en fait de nous expliquer que tu as compris ce qui va aggraver ce patient ou les signes qui montrent qu'il est très instable ou qu'il va s'aggraver, voire qu'il va mourir. OK? Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'il faut réfléchir en règle générale, hein, dans la médecine, quelle que soit votre spécialité. Et puis c'est comme ça qu'il faut le faire apparaître dans vos dossiers et surtout aux écos. D'accord? Alors vas-y, je t'écoute. Parce que tout le monde est capable d'apprendre que des marbrures, c'est un signe de gravité. Mais tout le monde n'est pas capable de l'expliquer. Et surtout, tout le monde n'est pas capable de le hiérarchiser. Ceux qui vont s'en sortir sont ceux qui vont le comprendre et le hiérarchiser. Vas-y, je t'écoute. J'avais mis moi la A et la B, donc l'astérix puisque c'est un signe d'hypercapnie comme on l'a dit tout à l'heure, qui est un peu la deuxième étape de décompensation, enfin de stress respi chez les BPCO et la bradypnée puisque c'est un signe général d'épuisement respiratoire. D'accord. Battement des ailes du nez, j'ai pas mis parce que pour moi c'est que chez les nourrissons, alors ça se trouve, je me trompe, mais c'est que chez les petits. Un syndrome de pénétration, je vois pas trop le rapport, enfin de toute façon ça va pas nous c'est pas un signe de gravité et respiration thoracique paradoxale, c'était abdominal, je pense, le piège? Ouais, alors là, il y avait un petit piège, hein. Il y a souvent, Oui, d'accord. des distracteurs. Il y a souvent des distracteurs et des pièges, pas tout le temps. Mais en effet, c'est plutôt, respiration abdominale. Alors, moi, donc, j'aime bien ta réponse, il y a pas de problème. J'aimerais que tu m'expliques. Tu m'as dit bradypnée, épuisement respiratoire. Oui, bravo. L'astérixis, est-ce que tu sais comment ça fonctionne, l'astérixis? C'est un signe de quoi, l'astérixis? Parce qu'on le retrouve ailleurs que dans l'hypercapnie. Bah oui, c'est un signe d'hypercapnie de façon générale. Alors je crois que c'est une perte, c'est une perte du tonus musculaire qui est liée au métabolisme plutôt enfin à l'accumulation de CO2 et au métabolisme plutôt anaérobique qui se met en place, je crois. Oui, c'est un flapping très mort, hein, l'astérixis, c'est une Ah perte oui, du voilà. tonus, brutale. Mais en fait, c'est un signe d'encéphalopathie. Ah oui, c'est ça, souffrance, OK? Voilà. Donc, dans ton et j'espère que vous comprenez là où je veux vous emmener, c'est un signe d'encéphalopathie. Donc, il y a plusieurs encéphalopathies qui donnent un astérixis, y compris l'encéphalopathie hypercapnique. Mais il y a l'encéphalopathie hépatique aussi, par exemple. OK? Donc, c'est pas spécifique et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher un signe de défaillance viscérale ou de fonction. Donc, mon signe de défaillance viscérale, c'est quel est le premier organe à souffrir d'une hypoxie tissulaire ou d'une hypoxémie? Ben, un, c'est le cerveau. Donc, je vais chercher des signes de défaillance neurologique. L'astérixis en fait partie. Et etc., etc., etc. D'accord? Très bien. Syndrome de pénétration, c'est obligatoire à aller chercher chez tout patient. OK? Mmh. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher parce que le traitement est assez spécifique et différent de ce que vous allez de ce que vous allez proposer et que si vous ne l'éliminez pas en amont, vous allez, possiblement entreprendre des thérapeutiques
qui vont soit être inefficaces, soit aggraver les patients. J'entends par là que si ce monsieur, en fait, a simplement un syndrome de pénétration, qu'il a un corps étranger, qu'il a avalé son dentier ou un morceau de viande, peu importe, et que derrière, vous mettez en place des thérapeutiques, notamment qui augmentent un peu la pression dans les voies aériennes ou quelque chose comme ça peut, ça peut mobiliser le, le corps étranger, ça peut aggraver les gens. Puis surtout, ça peut être juste inefficace parce que ce n'est pas ce dont il a besoin. D'accord? Donc, le syndrome de pénétration est à rechercher devant toute détresse respiratoire aiguë, c'est obligatoire. J'ai une petite question. Oui, Pour moi, vu que la question c'était un signe de gravité, en soi, un syndrome de pénétration, c'est pas un signe de gravité en soi, c'est plus en rapport avec la cause, mais. oui. Alors, c'est vrai, tu as raison, c'est peut-être un peu tarabiscoté. L'idée, c'est qu'il faut aller le chercher. Hmm, Ok. Et c'est un signe de gravité parce qu'une détresse respiratoire sur une fausse route nécessite l'extraction en urgence. ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas le zoom. Je ne sais pas où vous êtes là, les amis. Ah, si, ça y est. Est-ce qu'on a eu d'autres caméras ou pas là? Non, on n'a personne encore. Il n'y a personne. Et même Mathilde a disparu. Ah non, Mathilde est là. Alors, le battement des ailes du jet, les amis, je vous en supplie, si on pose des questions, posez-les, sauf si vraiment vous êtes dans l'impossibilité totale de les poser à voix haute, mais dans le chat, c'est pénible. Il faut que j'aille chercher l'écran, que je revienne, etc. Est-ce qu'on aura une courbe avec toutes les notes pour se situer? Oui. Marguerite, pas de problème. Est-ce que tu peux pas te mettre sur les marches de la fac pour participer? J'en sais rien. Bon, bref. Est-ce qu'on aura une courbe avec toutes les notes? Oui, bien sûr, je peux faire la distribution. Je pense que sur l'UNES aussi, il y a la distribution des notes, donc oui. Mais je ne sais pas si tu étais là au début, Marguerite, mais en gros, la médiane est à 13, je crois. Là, vous voyez plus mon écran, hein, c'est ça? Non. Bon, on va faire. En fait, J'avais une question, moi, sur la question. Je ne sais pas si vous comment? m'entendez correctement. Oui, Sur la question 2, oui. je ne comprends pas exactement pourquoi on cherche le syndrome de pénétration, sachant que là, dans l'anamnèse, on n'a pas d'éléments qui nous parlent du fait qu'il était en train de manger, qu'il n'a pas touché. Ouais. On n'a pas d'éléments. Alors, on n'a pas d'éléments, mais vous partez pour détresse respiratoire. Alors, qui a posé la question? C'est moi, Aguila. C'est qui, moi? C'est Aguila. 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 Ok, Aguila, merci pour ta question. C'est une bonne question. Essayons d'aller une étape plus loin, 2 étapes plus loin. Imaginons que ce patient, tu n'arrives pas à contrôler sa détresse respiratoire par les moyens médicaux que tu entreprends, ou en tout cas les moyens non interventionnels que tu entreprends à la phase initiale. S'il s'aggrave, qu'est-ce que tu vas faire? S'il s'aggrave là sur sa détresse respiratoire, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'il y a une intervention ou un traitement que tu vas mettre en œuvre rapidement pour éviter qu'il s'étouffe et qu'il meure de son anoxie? Effectivement, si on reste au professionnel, j'imagine qu'on cherche un corps étranger, mais Je t'entends pas très bien, Guillaume. Mais en gros, l'étape d'après, si tu n'arrives pas une fois que tu as identifié ou que tu as suspecté euh, une étiologie et que tu veux mettre en place ton traitement, tu mets en place ton traitement et tu n'arrives pas à le contrôler. Ce monsieur va s'aggraver. Qu'est-ce que tu vas être obligé de faire? Tu vas être obligé de surseoir ou en tout cas de suppléer sa fonction respiratoire par une respiration mécanique. Tu vas être obligé de l'intuber. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas l'intuber? Oui, effectivement, si on l'intube, on peut pousser un corps étranger qui serait éventuellement là. Tu vas être obligé, de toute façon, tu es obligé, je t'entends beaucoup mieux, merci. De toute façon, tu es obligé d'évoquer, devant toute détresse respiratoire, tu es obligé d'évoquer le corps étranger. C'est une question qui est systématique. C'est systématique. Dans ta tête, c'est systématique. OK? Alors, en effet, d'un point de vue docimologique, si on pense à un corps étranger, à une inhalation de corps étranger, on va te mettre un élément qui va t'orienter. Cela dit,
il faut que tu y penses systématiquement devant toute détresse respiratoire. Voilà. L'idée aussi de cet énoncé, c'est de vous faire passer des messages. Une détresse respiratoire, tu es obligé d'aller chercher un corps étranger. En tout cas, d'y penser. Ok? D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, on avance. Bah tiens, continue. Moi? Ouais, bah oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc, à la suite de votre examen clinique, vous observez donc chez votre patient des signes de gravité de détresse respiratoire avec une polypnée à 34 cycles par minute, des signes de lutte avec une mise en jeu des muscles respiratoires accessoires. Il est en sueur, agité, avec une cyanose d'étéglement. Il ne semble pas avoir mal à la poitrine et fait un non d'un mouvement de tête lorsque vous lui posez la question. À l'auscultation, vous entendez des râles bronchiques dans l'ensemble des champs pulmonaires et des bris du cœur réguliers sans souffle audible. L'examen clinique ne retrouve pas de signes d'insuffisance cardiaque, droite ou gauche. La température est à 38,9 degrés. Parmi les propositions suivantes, quelle est l'étiologie la plus probable de cette détresse respiratoire aiguë? Avant que tu avances, Aguilar, avant que tu avances, visualise ton patient. On est dans quelle situation là? Là, maintenant que tu as tous les éléments, que tu l'as visualisé. Je ne te demande pas un diagnostic, je te demande l'identification de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu te trouves dans une situation d'urgence vitale sur une détresse respiratoire. Une détresse respiratoire aiguë, d'accord? La détresse respiratoire aiguë, hein, il y a des définitions, c'est une respiration anormale et puis un problème d'hématose, en gros. Okay, mais là, il n'a pas simplement une détresse respiratoire aiguë, il a une détresse respiratoire aiguë avec des signes de grande gravité. Ok? Donc ça veut dire que dans ta tête, là, tous les voyants sont au rouge en te disant, ce monsieur-là, il va mourir dans les minutes qui viennent. Oui. Ok? Oui. Alors, je t'écoute. Donc, parmi les propositions suivantes, quelle est l'étiologie la plus probable de cette détresse respiratoire aiguë? Tu peux faire comme tu veux, tu me donnes ta réponse, ou alors tu fais réponse par réponse et on argumente, comme tu veux. Moi, je pense à une exacerbation de sa BPCO vis-à-vis du contexte et du fait qu'il prend plus de traitements. Et ce serait pour moi probablement sur une origine infectieuse au vu du fait qu'il est fébrile. Ok, donc quel degré de confiance tu accordes à ta réponse? Pas tout à fait sûr de moi parce que je trouve que la détresse respiratoire brutale me dérange un peu. Le fait que ce soit brutal. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a écrit brutal dans l'énoncé initialement? Détresse respiratoire aiguë. Oui, il y a écrit l'homme a Rapidement appelé 15 progressif. pour une difficulté respiratoire Rapidement brutale. progressif. Ouais, ouais. Ok. Et ça t'ennuie? Un petit peu. Pourquoi? Pourquoi? Et on est là pour ça. Pour moi, Dis-moi. au début, pour moi, quelque chose de brutal, j'aurais pensé à quelque chose de vasculaire. D'accord. Justifie, pourquoi? Je ne saurais pas trop vous dire. Ok. Donc, mais c'est bien, c'est très honnête. En fait, là, est-ce que les autres, là, vous avez des remarques à faire, des suggestions à faire à Guillaume ou pas du tout? Non, j'avais eu la même chose, donc pas Toi, tu trop. avais la même chose, c'est-à-dire que ça te perturbe le brutal. Non, c'était plus, enfin, c'est ce qui me paraissait le plus probable. Alors l'exacerbation, enfin, je peux dérouler Ah ouais. ma réflexion si vous voulez, mais l'exacerbation d'asthme au vu de qu'il est assez âgé et enfin, normalement, en général, c'est connu quand même. Enfin, il y a le truc, l'adage là de un Ouais. asthme, je sais plus, 60 ans, blablabla. Bon, Ça voilà, existe, ça existe, ça existe, mais c'est rare, en ça effet. existe, voilà. Enfin, c'est en matière de fréquence, c'est quand même pas le plus probable. Mhm. Après, Mhm. l'OAP sans signe d'insuffisance cardiaque, pourquoi pas, mais bon, en général, quand même, c'est. Enfin, il y a des signes d'insuffisance cardiaque qui s'accompagnent. L'obstruction Reviens, pulmonaire, là, pour le coup, c'est pas. attends, C'est Donat, là, pardon, c'est oui. intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis. C'est quoi les signes d'insuffisance cardiaque? Bah, gauche, du coup, bon, enfin, oui, gauche, donc il y a les crépitants des champs pulmonaires, enfin, bilatéraux des champs pulmonaires.
Et après, droite, la surgestion jugulaire, le reflux pathojugulaire, les œdèmes des membres inférieurs. Donc là, dans l'absolu, il peut avoir il a des signes gauche, mais pas droit. Mais il y a le côté Alors, fébrile qui m'a plutôt orienté vers la BPCO, d'accord, l'infection sous le BPCO. d'accord. Ça pourrait être une exacerbation d'asthme fébrile, hein, sur un trigger infectieux, ce serait possible, ce serait possible. Oui. Mais si je te mets la même chose avec des sibilants et que je t'enlève l'exacerbation de BPCO et que je te mets un tableau peut-être un peu moins infectieux, etc., mais juste des sibilants. Plus OAP ou EP dans ce cas-là. Ah bah très bien. Ouais. Ok. Donc Là, c'est c'est quoi le vraiment mécanisme? le fébrile qui joue, D'accord, mais d'accord. C'est quoi le mécanisme des sibilants? c'est une obstruction à l'expiration. Enfin, c'est un bruit qui s'entend à l'expiration. Pardon, voilà. Ouais, ouais, mais c'est quoi Et le... un rétrécissement du coup des bronches. Ok, Pardon. exactement. Comment? C'est une bronchoconstriction et Oui, donc il y a une alors. résistance à l'expiration. Et alors là, c'était toi, Aguilar, là, c'est ça? Oui. Ouais. Oui, les sibilants, ça peut être dû à une vasoconstriction, mais en fait, encore une fois, c'est pour ça que je vous ai posé la question, vous partez directement dans le chapitre sibilant, gna, gna, gna. Alors que si on remonte un petit peu, et je vais refaire l'analogie que je fais à tous mes étudiants, tous ceux qui passent chez moi, je leur redis la même chose et je suis désolé pour ceux qui me connaissent ou ceux qui sont déjà passés et puis ceux qui ont déjà entendu ce truc-là. Mais il faut que vous voyez votre médecine comme une ville. Dans la ville, il y a différents quartiers. Dans les quartiers, il y a différents pâtés de maison. Dans les pâtés de maison, il y a différents immeubles. Dans les immeubles, il y a différents étages. Aux étages, il y a différentes pièces. Dans chaque pièce, il y a différentes armoires. Dans chaque armoire, il y a différentes portes. Derrière les portes, il y a différents tiroirs. Derrière les tiroirs, il y a différents classeurs. Dans les classeurs, différents chapitres, etc., etc. Vous avez compris un petit peu l'idée. Là, ce que vous faites et ce que vous avez tous tendance à faire, c'est normal. Et moi, quand j'avais votre âge, j'avais tendance à faire ce truc-là jusqu'à ce qu'un jour, un vieux me dise attention, euh, reviens en arrière. On a tendance à aller s'accrocher à des mots pour aller hop directement dans le bon classeur ou hop directement dans le bon chapitre. En faisant ça, on oublie un étage. En faisant ça, on ne sort pas au bon étage. Et c'est là-dessus que, encore une fois, on sélectionne un, mais surtout que deux, on a un petit peu du mal ensuite à transférer les connaissances que vous avez sur une application pratique. Tout ça pour vous dire que, je suis désolé, tout ça pour vous dire que les sibilants, c'est pas dû à une vasoconstriction. Ça peut être dû à une vasoconstriction. En fait, les sibilants, c'est lié à une diminution de la lumière des bronches et des bronchioles. Non, Une là, il y avait diminution, bronchoconstriction, je crois, pas vasoconstriction. j'ai dit vasoconstriction, bronchoconstriction, pardon. D'accord. Donc c'est dû à une diminution de la lumière des bronches et des bronchioles. Une diminution de la lumière. Et dans les mécanismes qui peuvent vous mener à une diminution de la lumière de vos bronches et de vos bronchioles, il y a en effet la bronchoconstriction, c'est-à-dire les muscles qui viennent serrer, les muscles de la paroi des bronches et des bronchioles, qui viennent les serrer, les serrer, les serrer. Ça, c'est la crise d'asthme ou l'exacerbation de BPCO, d'accord? Donc on est spastique, on est bronchospastique, la lumière devient très réduite et on siffle à l'expiration, oui. Mais quel autre mécanisme vous oubliez souvent? Donc là, il a fallu que j'aille te tirer les verres du nez, Donatella. Mais quel mécanisme vous oubliez souvent euh, dans l'apparition des sibilants? Tu m'as dit l'OAP. L'OAP? L'OAP? Ouais, le sub-OAP, bah c'est quoi en fait? C'est pas simplement la bronche qui est serrée, c'est la muqueuse de la bronche, la muqueuse de la bronche qui est infiltrée, épaissie, et donc la lumière à diamètre de la bronche constant, égale, la lumière est diminuée parce que la muqueuse est infiltrée. Et donc, on pourrait très bien mettre un OAP qui n'aurait que des sibilants. Et quand je vous interroge sur les signes droits, les signes gauches, vous oubliez systématiquement les sibilants. Donc, merci Donatella de ne pas avoir donné les sibilants dans les signes d'insuffisance cardiaque gauche. Ça m'a permis de rebondir là-dessus. D'autres questions? Donc, l'œdème aigu du poumon cardiogénique, pourquoi c'est non? Qui me dit?
Je viens de voir une question dans le chat, si je peux vous la transmettre. Ah oui, vas-y. Il y a une personne qui demandait pourquoi il y a un épaississement de la muqueuse dans l'OAP. Magnifique. Est-ce que quelqu'un peut répondre? On risque de dire des Et bêtises. Donatella, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend, Oui, c'est comme oui. ça qu'on progresse, d'accord? Tu n'as pas appris à marcher on-off. Tu es tombé, tu t'es Ah si, relevé. si. Ah si, j'ai marché. Ouais, tu as couru, voilà, tu as Comme couru ça. tout de Ouais, suite. ouais, ouais, Voilà. très précoce. Ok? Euh, Ah, attendez, merci pour ce. Ce n'est pas grave, d'accord? Même vos plus grands spécialistes du monde, ils font des erreurs. Même vos plus grands PUPH, ils font des erreurs et c'est normal, d'accord? Donc, c'est normal que vous fassiez des erreurs et c'est normal qu'on tâtonne. C'est comme ça qu'on apprend. On se détend. Là, on est là pour s'enrichir les uns des autres, ok? Puis moi, comme ça, je peux vous passer plein de messages. Et c'est dommage qu'on ne soit pas en présentiel et en physique parce que je vous ferai un petit schéma qui vous permettrait de tout comprendre en 2 minutes. Alors, est-ce que quelqu'un... Oh, oui, Donatella, oui, tu as un truc à... Tu as quelque chose... oui, par rapport à la muqueuse, Ouais, vas-y. l'OAP en soi, vu que c'est une accumulation de liquide, enfin, il y a une obstruction, donc il y a une accumulation de liquide dans les alvéoles, en soi, enfin, des différences de pression qui jouent. Alors, je suis pas très doué pour tout ce qui est échange gazo, des trucs comme Mais ça, c'est là, très bien. mais il y a une accumulation de liquide dans toutes les alvéoles, donc une sorte de... Bah, elles sont plus tapissées, plus remplies, et j'aurais pas dit enfin, ouais, infiltration muqueuse, oui, épaississement, c'est vrai que ça fait penser à un plus, enfin, une autre pathologie, mais infiltration de la muqueuse plutôt par du liquide plasmatique. Enfin, voilà. D'accord. Est-ce que quelqu'un... Merci pour ta participation. Est-ce que quelqu'un a autre chose à proposer? Moi, je pensais justement à une surcharge au niveau soit cardiaque, soit pulmonaire, qui ferait que, je suis désolée, je suis dans un endroit très bruyant, Voilà. euh, qui ferait qu'on a une stagnation du liquide, du sanguin au niveau des capillaires pulmonaires. Et vu qu'on a du liquide qui stagne, il va avoir tendance à, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais à transférer un petit peu dans le secteur interstitiel et dans les alvéoles à force d'accumulation. Et donc, c'est ce qui va faire que le tissu environnant va se gorger plus ou moins d'eau. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Là, ce que vous faites, là, c'est plutôt pas mal. Ce que vous êtes en train de faire, c'est vous ne savez pas faire de mountain bike, c'est-à-dire de VTT de montagne, la VTT de descente, avec une pente à 45 degrés. Il fait nuit, il pleut, il y a un ours affamé qui est derrière vous. Vous ne savez pas faire ça, à part s'il y a un champion olympique de VTT dans l'assemblée, mais j'en doute. Vous ne savez pas. En revanche, ce que vous savez faire, c'est du vélo. Et donc, vous savez vous tenir au guidon, poser votre cul sur votre selle, les pieds sur vos pédales, à peu près tourner le guidon à droite pour aller à droite, etc., etc., et freiner. Vous savez faire du vélo. Mais c'est pareil dans la médecine, et c'est pareil dans la vie en général, mais dans la médecine, dès que vous arrivez à quelque chose qui vous bloque, essayez de revenir aux choses simples. Donc là, il y a Marguerite, et après, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit schéma qui va vous aider à comprendre. Marguerite dit c'est une accumulation de sang au niveau des poumons par insuffisance du cœur gauche. Alors oui, comme ça, des répercussions sur tout ce qui se passe en amont du cœur gauche. Oui, c'est un peu ce qu'il faut dire, mais ça montre quand même que soit vous n'avez pas toutes les connaissances pour bien comprendre comment ça fonctionne, soit vous n'arrivez pas à faire le lien avec des choses que vous avez déjà appris. Et c'est vraiment là-dessus, j'insiste, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Oui, donc là, je suis en train de dessiner normalement. C'est bon? Oui. Alors, on va faire un truc horrible. D'accord. Vous m'en voulez pas, hein. Je bidouille. On peut faire dessiner, mais quelle horreur. Ok, tac, tac, whoop, tac, magnifique. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être magnifique. Alors, on est à peu près là. Ici, c'est l'artériole.
Ici, c'est quoi? La vénule. Super. Et donc, au milieu, c'est quoi? Le capillaire. Magnifique, le capillaire. Ici, c'est le capillaire. Magnifique. Donc, vous avez tout au long du capillaire et entre les capillaires, hein, c'est le tissu interstitiel. Donc ici, c'est bon, vous avez compris. Ici, là, c'est le tissu interstitiel. D'accord? Ici, ici. Ouais. Donc vous avez tout au long du capillaire. Oh non, c'est trop. Attends, on va le faire comme ça. Tout au long du capillaire, vous avez une pression qui est constante. C'est laquelle, celle-là? Quelle pression qui est ici, là, tout au long du capillaire, qui est identique, constante? La pression intracapillaire, mais je me souviens plus de son nom, de pression dans le capillaire, quoi. Alors, pour ta tentative. Oui, je t'écoute. Oula, qui nous parle là? Moi, j'aurais dit la pression oncotique. Ah, Magnifique. pardon, c'est Nicolas. Qui a dit ça? Moi, je sais pas si Mais on me c'est voit. qui moi? Je vous Moi, vois je pas. m'appelle Clara. Clara, bonjour Clara. Donc ça, c'est la pression oncotique. Elle est constante. À capillaire sain, elle est constante. D'accord? Vous n'avez aucune entrée ni aucune sortie de protide sur vos capillaires. On est bien d'accord? Super. En amont, là au tout début, ici, tout début de capillaire, vous avez une pression qui est élevée. C'est laquelle? Hydrostatique. Magnifique. Et vous allez voir en fait que cette petite démonstration, elle vous explique que vous savez, mais que vous ne savez pas mobiliser. Et ça, c'est problématique, d'accord? Il faut absolument viser à mobiliser vos connaissances. Et en fin de capillaire, donc la pression hydrostatique, elle est comment? Élevée, enfin, En pas fin de constante, en capillaire, tout cas. en fin de capillaire, elle est Ah, proche en de la fin de pression. capillaire, pardon. Eh ouais, en fin de capillaire, elle est proche de la pression veineuse, ou elle est à la pression veineuse, et donc elle est très basse. Oui? Comment s'organise? Bah, je me suis plutôt pas trop mal débrouillé, mais bon, on va imaginer que ça croise exactement. Oula. Que ça croise exactement au milieu du capillaire. On est pas mal. On n'est pas trop mal. Voilà. Bon, vous avez compris un peu l'idée. Quand la pression hydrostatique est supérieure à la pression oncotique, qu'est-ce qui se passe en termes de mouvement d'eau? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'eau qui sort du capillaire. Merci. Voilà, bon, c'est horrible. Vous avez compris. Je vais refaire un autre truc. Je vais faire comme ça. C'est quand même beaucoup plus simple sur un tableau, mais bon, c'est comme ça. Donc ici, l'eau, elle fait quoi? Elle sort. D'accord. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle fait? L'eau rentre. Ben voilà, magnifique. Et tout ici, elle entre. Ok. Donc vous avez ici un volume de ce qui sort qui est égal à ce qui rentre. Et donc vous avez un équilibre entre les entrées et les sorties, ou les sorties et les entrées, qui est nul. Vous avez un interstice qui fonctionne correctement. Si jamais vous augmentez votre pression hydrostatique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un décalage de ce temps de sortie vers la droite, et donc vous avez plus d'eau qui sort qui rentre. Là, dans l'alvéole, qu'est-ce qui augmente la pression hydrostatique? J'aurais dit l'obstacle au retour veineux.
L'obstacle au retour veineux, alors c'est bien tenté, mais l'obstacle au retour veineux, ça va modifier la pression ici, là. Si tu as un obstacle là, c'est ta pression veineuse qui va augmenter, c'est pas ta pression hydrostatique. L'hypertension artérielle pulmonaire, hein. D'accord. Je vous rappelle que ça sort du ventricule droit, l'artériole pulmonaire, l'artère pulmonaire, elle sort du cœur droit. Donc si vous avez une hypertension artérielle pulmonaire, là, vous augmentez votre pression artérielle en amont du capillaire, au début du capillaire alvéolaire, et donc vous avez de l'eau qui sort. Et donc là, ce que tu dis, qui a parlé? C'est toujours Clara. D'accord. Bah, Clara, c'est super, excuse-moi. Donc là, Clara, tu vois, toi, ce dont tu parles, c'est ici. Si tu as une augmentation de la pression veineuse pulmonaire, là, c'est pareil. Tu décales ton équilibre, tu n'as plus de rentrée d'eau, quasiment plus. Tu vois? Tout sort. Oh là là, tout sort. Et tu te retrouves avec de l'eau dans l'alvéole et donc un œdème du poumon. Et qu'est-ce qui augmente la pression veineuse pulmonaire? En aval du capillaire. Ouais, une insuffisance ventriculaire gauche ou enfin. Bah ouais, exactement, qu'est-ce qu'il y a en aval de la veine pulmonaire? Le cœur. Donc l'oreillette ou le ventricule. Dès que ton ventricule gauche est insuffisant, à faire revenir, pour une raison ou pour une autre, à faire revenir le sang veineux et à diminuer la pression veineuse, et ben, tu as un œdème du poumon. OK? Et donc, voilà comment ça fonctionne dans la lumière de vos bronches. Ah non, pardon. Vous comprenez bien que si on fait... Et voilà. Je m'épate en PowerPoint, hein, franchement. Magnifique. Hop. Ok, ça c'est quoi? C'est une coupe, de votre bronche, la lumière à l'intérieur et la muqueuse. Donc on va dire que la musculeuse, là, c'est la paroi externe, et puis la muqueuse, c'est entre la lumière et la paroi. Ok. Si vous infiltrez votre lumière, comme on l'a vu, parce que le retour veineux gauche se fait pas bien, que fait la muqueuse? Parce que votre interstice se retrouve euh, infiltré, ben vous faites ça. Oui. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne des sibilants. Et donc, soit vous sibilez parce que votre muqueuse est infiltrée, soit vous sibilez parce que votre musculeuse est contractée et donc que votre lumière est réduite. Voilà. Voilà. C'est bon? Pas de questions. Non, c'est clair. Clair carrément. C'est comme ça qu'il faut essayer de réfléchir. D'accord? Donc, quand je vous demande les signes d'insuffisance cardiaque, droite ou gauche, on revient pas seulement aux étiquettes faciles qu'on a apprises très vite parce qu'il faut apprendre plein de trucs, on essaye de remonter au mécanisme. OK? Super. Donc, les sibilants peuvent être un signe d'OAP débutant ou de sub-OAP par infiltration de la muqueuse en raison de l'augmentation de la pression hydrostatique liée à l'augmentation de la pression veineuse. Et c'est comme ça que vous allez réussir. OK? Pas d'autres questions? Non. OK. Si on parle d'œdème du poumon, il faut que ou d'insuffisance ventriculaire gauche, je vous rappelle que les deux signes aussi d'insuffisance ventriculaire, droite ou gauche, de façon ultime, c'est l'état de choc, hein. Et ça, on l'oublie tout le temps. Quels sont les signes d'insuffisance? Est-ce que vous avez des signes droits, des signes gauches? Vous me dites, il n'y a pas de crépitant et il n'y a pas de turgescence jugulaire et de reflux. Ok, c'est très bien, mais il n'y a pas d'état de choc, déjà, numéro un. Il n'y a pas de sibilant pour le gauche, et ensuite, tous les signes droits que vous connaissez par cœur. Ok. Dans l'œdème du poumon, on va rebondir un petit peu. Est-ce que vous connaissez un score de graduation, de sévérité de l'insuffisance ventriculaire gauche, donc de l'OAP?
Est-ce que ça vous dit quelque chose? Magnifique. Manon, sors de la bibliothèque, Manon. Il y a par rapport au niveau de bruit crépitant ou sibilant, mais particulièrement crépitant qu'on entend au niveau des poumons, mais je me souviens un peu comment il s'appelle. Ça s'appelle le score de Kilip. Le Kilip. Ah bah voilà. Manon l'a écrit. Alors, c'est le score de Kilip, mais le score de Kilip n'est pas simplement un score de crépitant. En effet, c'est un score de niveau de crépitant, d'accord? Si c'est bibasal, ou rien, c'est Kilip 1. Kilip 2, c'est jusqu'à mi-champ. Kilip 3, c'est au-delà de mi-champ. Et Kilip 4, c'est l'insuffisance ventriculaire aiguë, l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est des problèmes, des troubles un état de choc, un choc cardiogénique, d'accord? Donc Kilip 1, 2, 3, 4. Donc c'est bien quand vous allez stratifier vos OAP ou vos signes d'insuffisance ventriculaire gauche avec un Kilip, ok? Ça fait partie des critères objectifs quand vous discutez avec les collègues. Alors on y va. Qui fait la troisième question, la quatrième question, Mathilde? Toujours avec nous? Non, Mathilde, elle est partie. Donatella, on y va? Oui, mais je vois plus par contre votre écran. Ouais, c'est pas désagréable. C'est bon là? Non, toujours pas. Mais c'est peut-être moi qui. Ouais, non, j'ai pas partagé. J'ai arrêté de partager tout à l'heure, donc tout à fait. Tac. Ça devrait être bon. Oui, c'est bon là. Donc, vous concluez une exacerbation sévère de bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO, et devant la détresse respiratoire, vous initiez la ventilation non invasive chez ce patient sans perdre de temps. Celui-ci la tolère plutôt bien et semble s'améliorer sur le plan de la mécanique ventilatoire. Il arrive même à vous reparler tant bien que mal. Vous vous apprêtez à passer votre bilan téléphonique à votre collègue médecin régulateur pour orienter votre patient vers des soins intensifs, mais vous vous apercevez que vous avez oublié un élément capital de la prise en charge. Et donc, parmi les propositions suivantes, quel examen complémentaire essentiel devez-vous réaliser en premier? Je réponds du coup. Ouais, vas-y. Moi, j'avais mis un ECG, parce qu'il y Pour avait quelle des raison? mentions avant, donc il faut quand même, enfin, même si on a déjà conclu un truc, enfin, il faut éliminer quand même des causes mixtes, éventuellement cardiaques, respiratoires. Donc, voilà. Ok. Et c'est Alors, ce qu'on peut est-ce que faire les autres... quand on est au SAMU. Ok. Alors, est-ce que tu connais la différence entre le SAMU et le SMUR, Donatella? Parce que là, tu vas m'énerver. Enfin, le SMUR, pardon, oui, le SAMU, c'est la régulation, et le SMUR, c'est les Euh, interventions. les copains, il y a aux Écos, alors je vais peut-être pas dire 50% des étudiants, mais il y a une part non négligeable, probablement 30% des étudiants de fin de sixième année qui savent pas la différence entre un SAMU et un SMUR, ça le fait pas, hein. Bon, bref, peu importe, ça c'est parce que c'est ma susceptibilité d'urgentiste smuriste, c'est pas grave. Euh, Très bien. Est-ce que les autres, vous avez quelque chose à ajouter, à dire? Est-ce que vous voulez dire à Donatella qu'elle a tort, qu'elle a raison? Non, j'aurais fait pareil, perso. Tu aurais fait pareil. Alors, attention, il y a aussi, merci Clara, attention, il y a aussi des pièges et des distracteurs, hein, dans les dossiers. Pas simplement des questions médicales pures, il y a aussi des questions organisationnelles. Est-ce que vous êtes capable de faire une radiographie de thorax en SMUR? Non. Non. Est-ce que vous êtes capable de faire des dédimères en SMUR? Non, je crois Non. qu'il y a l'iono maintenant, mais le désimer, Ouais, c'est encore. exactement. Exactement. On peut faire gazométrie, un peu d'iono, un peu de BNP, des choses comme ça. Les dédimères, ça doit exister, mais c'est extrêmement rare. Donc en fait, non. Est-ce que la glycémie, c'est utile dans le tableau là? Non. Enfin, c'est pas la priorité, je trouve qu'on le fait quand même dans le. Voilà. C'est pas la priorité. Mais Encore, si on avait rajouté un malaise ou si on était parti sur quelque chose plutôt de l'ordre du malaise, ça aurait été pas mis zéro, retourne à la bibliothèque avec Manon. Mais sur une détresse respiratoire, la glycémie, ça peut attendre. C'est pas le premier examen qui est essentiel à réaliser. Est-ce que l'ionogramme, là, il est essentiel à quelque chose? Non. Il ne va non. pas changer la prise en charge ou la destination. Donc, Magnifique. Donc, quand on vous demande, quand vous prescrivez déjà en stage des examens complémentaires, il y a trois grands objectifs pour la prescription d'examens complémentaires. Un examen complémentaire, ça doit modifier quelque chose. Ça doit soit modifier votre probabilité pré-test, votre probabilité diagnostique pré-test. Vous estimez que la réalisation de tel ou tel examen va modifier dans un sens ou dans un autre, va renforcer ou va affaiblir votre hypothèse diagnostique. Okay, donc ça, c'est une modification
d'hypothèse diagnostique pré-test. Et puis la deuxième, c'est tout ce qui va conditionner la prise en charge de vos malades. Donc numéro 1, s'il y a des traitements qui sont toxiques pour un organe, une fonction, etc., ben, vous allez monitorer ce truc-là et à la prise en charge initiale, vous allez faire un examen complémentaire pour avoir un T0. OK. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre du thérapeutique avec des conséquences thérapeutiques immédiates. Donc là, est-ce que l'iono change quelque chose à votre probabilité pré-test de détresse respiratoire aiguë sur une exacerbation de BPCO, une exacerbation sévère de BPCO? La réponse, c'est non. Est-ce que l'ionogramme sanguin doit être réalisé parce qu'il va modifier vos prises en charge ultérieures, etc., etc.? A priori, à court terme, non. A priori seulement. Et en tout cas, ce n'est pas en urgence, ce n'est pas un examen à faire en urgence. En revanche, l'électrocardiogramme, évidemment qu'il doit être fait, parce que comme Donatella, tu l'as dit, on peut très bien avoir ce qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire la syphilis et un bureau de tabac, on peut très bien avoir deux pathologies intriquées et le facteur déclenchant d'une BPCO peut très bien être à la phase initiale infectieux, et puis venir décompenser une pathologie cardiaque, notamment cardiovasculaire, notamment coronaire, de façon concomitante. D'accord? Donc l'électrocardiogramme, en règle générale, sur toutes vos pathologies thoraciques, respiratoires ou générales, malaise, ben voilà, très bien, malaise, douleur taux, détresse respi, palpitations, etc. Obligatoire l'électrocardiogramme, ça modifie vos probabilités et votre prise en charge immédiate. Alors, vous réalisez cet électrocardiogramme. Qui veut me l'analyser là avant de rentrer dans les détails de la réponse? Personne veut l'analyser? Personne veut dire de bêtises? Personne veut apprendre en fait? Ou alors tout le monde est Moi, ça me dérange pas. un expert de l'électrocardiogramme? Attends, il y a Aguila qui me demande quelle est la différence entre le SAMU et le SMUR. Oh pardon Aguila! Je suis désolé, mais t'inquiète pas Aguila, t'inquiète pas, personne ne le sait. Ou en tout cas, il y a une grande partie des étudiants, y compris des vieux étudiants, y compris des médecins installés, d'accord, des spécialistes d'organes et de fonctions qui ne connaissent pas la différence entre le SAMU et le SMUR. Donc, Aguila, comme d'autres, se pose la question, et je suis désolé parce que Aguila ne voulait pas que j'en parle en public. Je suis désolé, j'aurais dû lire la question jusqu'au bout. Mais le SAMU, c'est le centre d'appel, d'accord? C'est le service d'aide médicale urgente. Il y en a un par département. Il est souvent dans un CHU. C'est un plateau téléphonique. On décroche d'abord en premier niveau par des assistants de régulation médicale, c'est-à-dire des super secrétaires formés aux gestes d'urgence, qui prennent vos informations, vos motifs d'appel, et qui envoient les premiers secours tout de suite s'il y a besoin, qui vous aident à appuyer sur la plaie, à vous mettre en PLS, à faire le massage cardiaque s'ils identifient tout de suite, et ensuite qui passent l'appel à un médecin régulateur, soit un médecin régulateur urgentiste, soit un médecin régulateur généraliste, omnipraticien. D'accord? Ça, c'est le SAMU. Donc le SAMU, le SAMU du Val-de-Marne, il est à Mont-d'Or, hein, à côté de l'hélico. Et le SMUR, c'est le service mobile d'urgence et de réanimation. C'est le service avec les ambulances de réanimation. D'accord? Les fameuses ambulances du SAMU, quand vous dites le SAMU est venu à la maison ou le SAMU est engagé, le SAMU, c'est 300 personnes. Le SAMU SMUR à Mont-d'Or, c'est 300 personnes. C'est le plus gros service de l'hôpital. Vous ne pouvez pas me dire le SAMU est venu à la maison, parce qu'on ne vient pas chez vous à 300. Okay? En revanche, le SMUR est venu, une équipe du SMUR est venue. Donc les gens qui sont dans l'ambulance de réanimation, c'est le SMUR. OK? Allez, on avance. Clara, on y va? Allez. Du coup, Clara, oui. avant de te laisser y aller, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Tu te souviens de ce que je répète à tous mes étudiants? Quand tu viendras chez moi, je te montrerai. Je suis passée au trimestre d'avant, mais. Comment? Je suis passée au trimestre d'avant, mais on s'est jamais vu. Et ben voilà, j'avais qu'à pas l'ouvrir. Écoute, ce qui est hyper important,
c'est de te souvenir du schéma et du chemin que je vous ai expliqué. D'accord? Avant d'aller dans ton tiroir et dans ton classeur, souviens-toi que tu es dans une ville, un quartier, un immeuble, etc., etc. OK? Donc ça veut dire que tu me fais les choses dans l'ordre, étape par étape. Tu fais du vélo avant de faire du VTT de montagne. Je t'écoute. Du coup, on peut déjà dire que que le rythme est régulier, avec une fréquence à un peu moins de 120 minutes. Est-ce que tu es sûr de ça? Bah, Quel est ton degré de c'est confiance? Ton degré de confiance là-dedans? c'est entre 100 et 75, quoi. C'est entre 3 et 4 grands carreaux entre deux QRS. Donc, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à ça? Pour info, cet examen-là ne peut pas sortir à l'ECN. C'est pas possible. Celui-là, là, dans cette forme-là, il ne peut pas. Il n'y a pas de dés de long? alors, oui, non, mais il y a pas on n'a pas les paramètres, le 25 mm. Magnifique, Enfin, donc, magnifique, Clara, Ah, magnifique, magnifique. D'accord? Si je veux tuer tout le monde et sélectionner 5 étudiants sur ce dossier, je mets une vitesse de défilement qui n'est pas une vitesse de défilement standard que vous connaissez, enfin, celle qui est par défaut sur tous les électrocardiogrammes et que vous ne prenez même pas la peine de surveiller. Donc celui-là, c'est pas possible. Il faudra une vitesse de défilement, il faudra une amplitude. Parce que si vous me calculez, par exemple, je ne sais pas moi, un Sokolov ou quelque chose comme ça, il faut que vous ayez une amplitude, d'accord, une échelle d'amplitude. Sur l'ECG à l'ECN, il y aura une vitesse de défilement et une échelle d'amplitude. Donc l'échelle d'amplitude euh, que vous connaissez, c'est à peu près 10. Hein, et l'échelle de défilement, c'est quoi? 25, non. 25. Voilà, super. Et à partir du moment où vous êtes dans ces configurations standards et que vous avez 25 mm par seconde sur votre CG, alors vous pouvez analyser la fréquence. Mais là, Clara, c'est pas sûr que ce soit du 25 mm par seconde. C'est du 25 mm par seconde, tu avais raison, la fréquence, elle est à 75. Ok, super. Faites attention avant. D'accord? Vas-y, on avance. L'axe est droit, je dirais. Tu me justifies. Tout est justifiable si c'est justifié. Alors, bah, l'AVF est positif et D1 est négatif, donc sur le cercle, enfin, c'est du côté droit, c'est décalé. C'est très Alors, mal dit, mais ok. Alors que ce soit positif en VF, c'est non discriminant, hein, parce que puisque c'est une question de vecteur, quand tu as un axe gauche il faut regarder normo-axé, D2. eh oui, tu descends aussi, donc tu es positif en AVF, ok? Donc que tu sois à gauche ou droite. Quand tu es hyper gauche ou hyper droite, tu remontes, d'accord? Donc AVF est négatif, là tu peux me dire. Mais à partir du moment où VF est positif, bon, après tu regardes D2 ou D3, ok? Ou AVL, ce que tu veux. Et là, ce que tu vois, c'est qu'en effet, c'est plutôt négatif en AVL et c'est plutôt positif en D3, et donc on est plutôt, en effet, quelque part à droite. Avant de commencer là, tu as oublié de me parler, pardon, tu as oublié de me parler des critères de qualité de l'ECG. Est-ce que cet ECG, il est analysable? Réponse non à cause de l'absence de vitesse de défilement. Est-ce qu'il est analysable? J'entends par là, est-ce que les électrodes sont bien placées? C'est pareil. Si je veux être sûr d'écrémer 90% des étudiants, je mets un ECG avec soit une inversion d'électrode, soit un ECG pas bien fait qui ne me permet pas complètement d'analyser. Quels sont les critères de qualité d'un ECG, Clara? Honnêtement, je ne les connais pas par cœur. Enfin, D'accord? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je ne sais pas si c'est un critère de qualité, mais en tout bon, après, à part l'amplitude et la vitesse de défilement, mais il faut qu'entre V1 et V6, là, il y a une évolution des QRS normalement, bah, comme là, on voit que c'est le cas qui diminue entre guillemets de V2 vers V6 pour voir Ok, si les donc électrons sont très bien. placés. Mais après, pour les dérivations périphériques, du coup, ça, je sais un peu moins. Je sais pas trop s'il y a des critères.
pour le coup. Alors, c'est surtout sur les périphériques, hein. De toute façon, tu ne dois pas avoir un axe hyper droit. Si tu as un axe hyper droit, il faut aller vérifier si tu n'as pas une inversion des électrodes périphériques. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sur la périphérique. Sur les précordiales, maintenant, parce que sur les périphériques, c'est bon, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Sur les précordiales, maintenant, il faut être bien sûr que ton V1 soit posé, que toutes tes précordiales soient posées au bon endroit, au bon espace intercostal. OK? Juste, est-ce que vous connaissez les critères de réalisation d'un électrocardiogramme, en tout cas de position des électrodes, des précordiales? Alors, je crois que pour V1, V2, c'est au 4e espace intercostal. Magnifique, en parasternal. En parasternal, V3, enfin V4, c'est le 5e en sous-mamelonnaire, et V3, c'est entre les deux. D'accord. Quel est ton degré de confiance là, ton degré de certitude sur le V4, Clara? Si vous me posez la question, c'est que Ah bah peut-être que je vais juste te perturber. non, je sais pas. Enfin, je pensais que c'était ça après. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Oui, Marguerite, au niveau de l'onde P, on va voir après. Non? Moi, je suis d'accord, à part peut-être sur le côté sous-mamelonnaire, parce qu'en fonction des gens, la morphologie des gens, c'est pas toujours. Enfin, surtout chez les femmes, bon, ça peut être un peu compliqué en soi. Là, je le prends mal parce que moi, j'ai des pectoraux énormes, donc tu vois, c'est pas pareil que. Oui, Voilà. j'ai dit Évidemment, surtout chez les femmes. évidemment, donc tu as raison. Et tu reviens à faire du vélo, tu vois? Je te pose des questions qui te mettent un peu mal à l'aise, ou en tout cas, tu n'arrives pas à identifier tout de suite. Et qu'est-ce que tu te mets plutôt que de faire du VTT? Tu fais du vélo. Et tu te dis, bah attends, en fait, est-ce que si je le mets sous le mamelon, c'est pareil chez tout le monde? Bah, la réponse est évidemment non. D'accord? Chez les gens comme moi, bah oui, ça va être le 5e espace intercostal médio-claviculaire. Parce que c'est là hein, le repère. C'est 5e espace intercostal médio-claviculaire. Chez moi, ben, c'est sous-mamelonnaire. Okay. Chez les hommes musclés, ben, c'est probablement pas sous-mamelonnaire. Chez les femmes avec des petits seins, c'est probablement pas sous-mamelonnaire. Enfin, c'est possiblement sous-mamelonnaire. Et chez les femmes avec des variations anatomiques, eh ben, c'est certainement pas sous-mamelonnaire. Okay. Donc, on ne peut pas prendre comme référence un point qui varie en fonction des individus. En revanche, tout le monde a un 5e espace intercostal et tout le monde a une clavicule. Et là, le cœur, il est là-dedans. Médioclaviculaire, 5e espace intercostal. Parfois, régulièrement, c'est sus-mamelonnaire hein, chez les femmes. Hein. OK? Le V4, il est régulièrement sus-mamelonnaire. D'accord. Bon. Donc, en effet, il y a cette transition avec la progression de l'onde R et la déprogression de l'onde R et puis la progression de l'onde S entre V1 et V6. Et un des critères de bon positionnement de nos électrodes, c'est en effet sur l'onde P, comme dit Marguerite. Comment elle doit être l'onde P, Marguerite? Parce que tu me balances des trucs et tu espères que c'est moi qui vais. Tu espères que je te donne les points. Au niveau de l'onde P, oui, bah, tu as 25%. Positif en quoi? Où? Exactement. Il faut que l'onde P soit positive en V1. D'accord? Si elle est négative en V1, ça veut dire que vous êtes trop haut. OK? Si vous voyez l'onde P s'éloigner de votre électrode et pas venir à votre électrode, c'est que vous êtes au-dessus de l'oreillette. OK? Et encore une fois, on fait du vélo, on ne fait pas de VTT. Quelle est la relation entre le sens de l'influx électrique et le sens de la positivité du tracé ECG? Eh ben, sur les précordiales, quand l'électrode voit l'influx électrique arriver, ça se traduit par un tracé qui est positif. Quand l'électrode voit l'influx électrique s'en aller, ça se traduit par un influx qui est négatif. OK? Donc, sur votre onde P en V1, elle doit être positive parce que vous devez voir arriver l'influx électrique. OK? Si vous êtes négatif, c'est que vous êtes au-dessus, donc trop haut. Bravo Marguerite. Donc, onde P positive de V1 à V3 et la transition, la progression de l'onde R de V1 à V6. Et alors, si vous avez bien écouté et que vous avez bien positionné vos électrodes, eh ben, il y a une électrode précordiale
où la transition est ce qu'on appelle isodiphasique, c'est-à-dire il y a autant de courants qui arrivent que de courants qui s'éloignent de l'électrode. Et ça, c'est laquelle? CV4. Eh ben, c'est V4. Bravo. OK? C'est V4 parce que V4, c'est l'apex du cœur. Donc, à l'apex, il y a autant d'influx qui arrivent que d'influx qui s'éloignent. Donc là, globalement, c'est plutôt pas trop mal. On voit que c'est plutôt isodiphasique en V5. Donc peut-être que V4 est un peu trop intérieur, probablement un peu trop haut, peu importe. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une bonne progression de l'onde S, une déprogression de l'onde R. On voit que l'onde P est positive en V1, V2, V3, c'est super. Et on voit que globalement, c'est isodiphasique entre V4 et V5. Et donc, on est plutôt pas trop mal positionné avec un axe qui n'est ni hyper droit ni hyper gauche. Donc, cette ECG est globalement bien réalisée. On continue, Clara. Ensuite, on regarde si il est sinusal. Donc, si l'onde P elle est positive en D2 et s'il y a une onde P devant chaque QRS, un QRS derrière chaque onde P. OK. Le fait qu'elle soit positive en D2, on s'en fout un petit peu. En revanche, oui, qu'il y ait une onde P avant chaque QRS et que chaque onde P soit suivie d'un QRS, oui, ça veut dire qu'elle est sinusale. Tout à fait. D'accord? On regarde la morphologie de l'onde P, si elle est augmentée en taille, en largeur ou en hauteur. Si elle est Ensuite, bifide aussi. Si elle est si elle bifide. est bifide D'accord. aussi. Ensuite, on regarde l'espace PR, s'il est allongé ou Mhm. s'il s'allonge progressivement, enfin, tout ça. Mhm. Ensuite, on regarde s'il y a une onde Q. Mhm. On peut... Une onde Q, quoi, une onde Q, c'est-à-dire? Bah, Va c'est au bout. une onde Q de nécrose, Ouais, une onde Q pathologique. pathologique, ok. D'accord? Okay. C'est pas forcément une onde Q de nécrose, hein, et on va voir après, enfin, on pourra en discuter, mais c'est pas forcément. Là, tu es déjà dans ton tiroir. Alors Ok. qu'en fait, il faut être dans l'armoire. L'onde Q, c'est pas forcément une onde Q de nécrose. Ok. C'est quoi le. Attends, on va revenir. C'est quoi le S1Q3, le fameux S1Q3? C'est quoi? Il y a une onde S en D1 et une onde Q en D3? D'accord? Donc, c'est quand il y a plutôt un aspect de S prédominant en D1 et de Q en D3. Ça traduit quoi, ce truc-là? Le S1Q3, il traduit quoi? Bah, alors, Saute à deux pieds. Saute à deux pieds. Vas-y, ma Clara. Vas-y, saute à deux pieds. Vas-y. je sais que c'est un signe de P, mais après, Ah, pourquoi bah ça voilà. fait ça, je sais pas. Et voilà. D'accord? C'est toujours pareil. Je te remercie de répondre. Hein. D'accord? Tout le monde fait pareil. Donc, j'utilise ta réponse pour passer des messages. OK? Et vous avez bien compris que c'est en toute bienveillance, hein, les amis. Hein. OK? Bien. Donc, évidemment, c'est un signe, ça peut être un signe d'embolie pulmonaire. Mais avant d'être là-dedans, avant d'être dans la liste à puce, C'est un c'est signe un de signe quoi? de. Enfin, C'est en tout cas, que le Moi, je courant fais mon cœur droit. va vers la très droite. bien. Donc, c'est déjà. Vous êtes à l'échelle supérieure. C'est pas simplement un signe d'embolie pulmonaire. C'est un signe. C'est un signe possible de cœur droit, donc de cœur pulmonaire aigu ou de cœur droit, d'accord? Donc de souffrance cardiaque droite, qui peut être dû à une P, à tatati tatata. D'accord, on est bien d'accord. Mais encore au-dessus, c'est quoi le mécanisme, en fait, du S1Q3? Pourquoi vous dites que c'est un Enfin, une inversion entre guillemets du courant électrique. magnifique? C'est un retard droit. D'accord? Un S1Q3, c'est un retard droit. Qu'est-ce qui peut vous donner un S1Q3? Qu'est-ce qui peut vous donner un retard droit? Ben, tout ce qui va toucher en aigu, et de façon importante, le ventricule droit. Donc il y a l'embolie pulmonaire, bien sûr, mais il y a quoi d'autre? Il y a l'hypertension artérielle pulmonaire, du coup, enfin d'autres causes Magnifique, d'HCAP. magnifique. Je veux être un cochon et tous vous faire tomber. Je vous mets un dossier de détresse respiratoire sur une hypertension artérielle pulmonaire. Je mets un S1Q3, tout le monde est mort. Tac. Ne soyons pas des singes savants, les copains. Asthme aigu grave, tamponnade, bravo Manon. Mais Manon, tu triches. Manon, tu es à la bibliothèque, tu es avec le chapitre à côté, puis tu es en train de me lister toutes les questions que je te pose, tu es en train de les regarder dans les bouquins. Je t'ai vu, Manon, je t'ai vu. Mais oui, tout est fait, tout à fait. Tout ce qui est dans le TGV. Ok, on est d'accord. Tout ce qui donne une souffrance cardiaque droite,
va donner un retard droit, donc un S1Q3. L'asthme aigu grave, tiens, l'asthme aigu grave, par quel mécanisme, Manon? Pourquoi l'asthme aigu grave, ou en tout cas l'asthme sévère, ça peut donner un cœur droit? Quelqu'un a une idée? Alors, je pensais à l'hyperventilation. Une hyperventilation? Oui. C'est-à-dire, alors, tu sais combien tu coûtes à la société, combien tes études ont coûté à la société? C'est Manon qui a parlé? Non, c'est Aguila. Non, Adila. Ah, c'est Aguila. Aguila, est-ce que tu sais combien tu coûtes à la société? Combien ta formation coûte à la société? Et on est d'accord, on ne parle pas de ce que vous rapportez, mais combien ça coûte? Combien tu coûtes par tête de pipe, là? Une idée? Beaucoup. Beaucoup, c'est un joli chiffre. Entre 100 et 150 000 euros par personne. Ici, là, je ne sais pas combien vous êtes, je n'ai pas vu, je crois que vous étiez 21. Il y a 2 millions d'euros, entre 2 et 2 millions 5, 2 millions 500 000. Okay. C'est beaucoup d'argent, hein, mes copains. Ça veut dire que vous ne pouvez pas me parler et répondre comme ma boulangère le ferait sur un problème médical. J'ai beaucoup de respect pour ma boulangère, elle fait les meilleurs pains au chocolat du monde, mais elle ne coûte pas 150 000 balles à la société. Donc une hyperventilation, c'est une réponse de boulangère. Vas-y, Aguila, va au bout des choses et explique-moi pourquoi une hyperventilation, pour toi, ça donne un cœur droit. Du coup, elle ne veut plus rien dire. Ça fait pression dans les cavités droites, dit Manon. Oui. Et alors, pression dans les cavités droites, on va dire que c'est à mi-chemin des 150 000 euros, Manon. J'ai des suppositions, mais des éléments. Pardon. Non, vas-y, hein, tu peux. Alors, je pense, j'ai plus le nom en tête, mais radiologiquement, quelqu'un qui a un asthme et qui fait une crise, il a une horizontalisation des côtes et son thorax, il est élargi. Donc, je pensais au fait que l'élargissement, ça peut faire une compression sur le cœur vu qu'on hyperventile avec les poumons élargis. Mais franchement, j'ai juste des éléments, j'ai pas tout le fil conducteur du raisonnement. Eh ben, c'est pas mal. Si quelque chose, Donatella, je vais te donner la parole juste après. C'est pas mal. Tu es en train d'essayer de faire du vélo, c'est vachement bien. T'as pas tout bon, ou en tout cas, effectivement, comme tu le dis, ton raisonnement, à la fin, il flotte un peu, mais tu es bon dans la démarche et je te félicite. Donatella, tu voulais rajouter quelque chose? Ah oui, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, donc les bronches qui sont rétrécies en calibre, ça crée une lutte, enfin, oui, un obstacle supplémentaire en fait à l'expulsion du sang depuis les cavités droites et donc un épuisement, enfin comme l'hypertension ou tout trouble des valves avec le cœur gauche crée un souci, enfin peut entraîner des luttes supplémentaires au niveau musculaire du cœur. Ok, donc je te félicite aussi pour tes efforts. C'est beaux efforts. C'est pas mal. L'idée, c'est toujours de revenir au basique. Ok, une augmentation de la pression intrathoracique, pour quelque raison que ce soit, ça augmente une augmentation de la précharge. Ok, une augmentation des pressions intrathoraciques, ça augmente la précharge. Donc, ça fait un cœur droit. Dès que vous allez augmenter, dès qu'il y a un mécanisme qui va augmenter la pression à l'intérieur du thorax, vous allez avoir des signes pulmonaires droits. Donc, il y a en effet l'asthme sévère. Pourquoi? Par des phénomènes, vous vous souvenez peut-être de trapping. Comme vous avez du mal à expirer parce que vos bronches sont complètement bronchoconstrictées, vous avez du mal à expirer, donc vous bloquez, vous piégez, vous trappez de l'air en intrathoracique, ce qui fait que vous allez augmenter votre volume intrathoracique, ça augmente la pression intrathoracique, ça pousse les coupoles, ça dilate le thorax, donc ça horizontalise les côtes. Okay, et ça, c'est comme un ballon trop gonflé, ça va venir appuyer sur le cœur droit. Mais donc, il y a autre chose aussi qui va donner ça dans les pressions intrathoraciques. Qu'est-ce qui peut aussi augmenter la pression intrathoracique? Un corps étranger, enfin le trapping, il y a aussi avec les corps étrangers. Ok, ok. Quoi d'autre? Pneumothorax. Aguila? Un pneumothorax. Un pneumothorax magnifique. Et tout ce qui prend de la place dans le thorax. D'accord? Tout ce qui prend de la place dans le thorax. Donc, de l'air, du sang, de l'eau.
Donc, en effet, le pneumothorax compressif va venir appuyer sur le cœur droit. Une pleurésie une pleurésie abondante, ça risque de venir appuyer. Une tamponnade, etc., etc. D'accord? Alors, il y a Manon qui pose la question, pourquoi ça appuie sur le cœur droit spécifiquement? Est-ce que quelqu'un est capable de répondre à ça? Moi, je crois que ça appuie d'abord sur le cœur droit parce qu'il est plus fin et moins fort, mais au maximum, ça peut appuyer sur le cœur gauche aussi. Exactement. Donc, le cœur droit, là, le ventricule droit, il est fin comme du papier. Hein. Le ventricule droit, il est hyper fin. OK? Peut-être pas comme du papier, mais il est très fin. Le ventricule gauche, votre cœur, c'est 90% constitué par votre ventricule gauche, par votre VG. Le ventricule droit, il est très fin, il a peu de muscles, et donc tout ce qui va venir appuyer, votre ventricule gauche va résister, votre ventricule droit va souffrir. Bon, tout ça pour dire que, Clara, on y va. Ah, Ah, elle moi, est j'étais partie. partie. Ah oui, toi, tu t'interromps. J'allais boire. Ah, ben, Euh, tu fais bien. du coup, après, on regarde les QRS. Ok. S'ils sont fins et pas augmentés en hauteur. Mhm, Donc ici, c'est le cas. Enfin, il faut calculer le Sokolov. mhm, Du coup, il faut prendre l'onde l'onde R en V1, V5, enfin en V1 et l'onde S en V5 ou V2, V6. ok. Donc par exemple, là, si je fais V2, V6, j'ai 3 grands carreaux en V2 et un grand carreau en V6. Je crois que ça fait 20 millisecondes. Enfin, je connais plus l'unité de. Qui connaît? Je sais plus. Bah, c'est 1 millimètre par petit carreau, hein, je te rappelle. Hein. Donc, un carreau, c'est combien de. Un grand carreau, c'est combien de millimètres? Oh, c'est 5. Bah voilà. Donc ça fait 20 millimètres Bah voilà. à peu près. Et le cutoff, c'est 35, je crois. Hmm. Donc ici, ça va. Euh, donc on a dit il n'y a pas trop de la conduction avec le PR. Et enfin, on regarde du coup l'espace ST et l'onde T. On regarde s'il y a des troubles de la repolarisation. Mhm. Euh, donc ici, l'onde T, elle est négative en V2, V3, ce qui est pathologique. Mhm. Et voilà, ça n'a pas l'air significatif, mais on dirait qu'il y a un sous-décalage aussi en V2, V3. V1, V2, V3 même. Oui. Et- Est-ce que tout le monde est d'accord? Bon, c'est très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tu m'as Oui. oublié le PR quand même. Hein. Ah ouais, vous m'avez oublié le PR, là, les amis. Il est Je, comment je le l'ai PR? je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que je l'ai Ah, pas. d'accord. Enfin, mais enfin, j'ai dit qu'il fallait le regarder, mais j'ai pas dit qu'il était augmenté. Ah bah voilà. Mais des limites, non, il est pas. Enfin, il est à 200 millisecondes. Enfin, je crois que j'avais Ouais, compté ça, il est un ouais. peu limite, mais pas non plus. Il y a un PAV1, d'accord. Bon. Hmm. Il est bien à 20 millimètres, ouais. Tranquille. 20 millisecondes. Ok. C'est bon? Eh bien, c'est plutôt pas mal. On y va. Ah ouais, alors ça, c'est pas malin. Attendez. Non. Bah, sinon, je réponds au fur et à mesure, hein. Ouais, bah, allez, vas-y. Du coup, on a dit qu'il y avait une déviation axiale droite, parce que DR était négatif. Mhm. Euh, alors, les ondes P, je crois pas qu'elles étaient augmentées en hauteur. Alors, Euh, est-ce que c'est au sujet de cette ECG-là? Ah, Ah. j'ai pas eu la question. Mhm. Euh, J'aurais coché la B, mais j'avoue que j'ai pas revu ça depuis longtemps, donc je sais plus si c'est un signe d'hypertrophie auriculaire gauche ou droite, mais j'aurais coché. D'accord. Et est-ce que, alors ça dépend, on te dit pas dans quelle dérivation, on te dit pas, bon, c'est pareil, reviens à faire du vélo. Reviens à faire du vélo.
qu'est-ce qui pourrait te donner qu'est-ce qui plutôt pourrait te donner une onde P bifide par rapport à une onde P très ample, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure? Quelqu'un a une idée? Je pense à une mauvaise synchronisation entre la contraction de l'oreillette gauche et l'oreillette droite si on est bifide. Très bien. Et donc ça, c'est dans quelle hypertrophie ventriculaire, auriculaire? Plutôt droite. Ouais. Bifide, c'est plutôt droit. Et plutôt très ample, un peu, peut-être aussi un peu pointu, c'est plutôt gauche. Bravo. Marguerite dit. Ah ouais, mais je confonds en fait. Marguerite est à la bibliothèque et Manon est dans le TGV. D'accord. Pour les 2 mm 5, c'est plutôt hypertrophie oreillette droite en V1 car l'électrode est sur l'oreillette droite. On est tout à fait d'accord. Bravo Manon. On continue. Les indices de Sokolov d'hypertrophie ventriculaire droite sont R1, SV6 plus Non, de supérieur à 10 mm. bah, c'est faux, du coup, c'est RV1 et SV5 ou V2, V6 D'accord. Et c'est supérieur à 35. très bien. Est-ce qu'il y a un Après, aspect de S? Ah, pardon, pardon? c'est l'hypertrophie ventriculaire droite, là, dont on parle. Non, Enfin, c'est gauche pour le Sokolov. C'est oui, toujours mais du coup, gauche. la C, c'est plus que c'est le Sokolov, c'est gauche et pas droit. Enfin, Ah oui, Tout à fait. aussi, en plus, il y a deux trucs faux. Je l'avais Tout pas à vu. fait. je crois que Tout à fait. Est-ce qu'il y a un aspect de S1Q3 là? Non, j'ai pas vu. Enfin, Non. non, il n'y a pas donc un des trois. Il y a un S1, d'accord? Il y a un aspect de S1. Il y a une onde S dominante. Et l'onde Q, elle doit être dominante en D3. Hein. Si c'est une petite onde Q, c'est pas grave. Il faut que ce soit une onde Q pathologique, ou en tout cas dominante. Pathologique ou dominante, c'est-à-dire supérieure à au moins un tiers de l'onde R derrière. OK? Ou alors que une onde Q. OK? Ah, 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 ah. L'ECG montre plusieurs signes évocateurs d'insuffisance respiratoire chronique. Oui ou non? Bah, vous avez la réponse. J'ai la réponse, mais j'essaie de réfléchir pourquoi. Qu'est-ce que ça donne sur le cœur de l'insuffisance respiratoire chronique? On n'avait pas dit que la C était fausse, pardon. Plus, La C, elle est vraie parce que c'est droit. Ah, donc le C'est, Sokolov, c'est pour le droit comme le gauche? oui. Et nous, on Ah, apprend toujours le gauche à 30,35, mais le droit, c'est celui-là. C'est un peu tordu, hein, on est bien d'accord, c'est aussi pour qu'on discute. OK. Alors, sur l'insuffisance respiratoire chronique, ben, il y a un axe droit, hein, on l'a vu, super. Il y a une hypertrophie ventriculaire droite, on est d'accord. Et cet aspect-là, d'onde T négative, c'est un signe d'augmentation de la précharge, en tout cas de surcharge sur le VD. Bon, c'est évocateur de signe droit et de signe droit chronique ou de cœur droit chronique. Okay. Est-ce que vous avez, quand vous voyez cette ECG, est-ce que vous vous posez la question d'un syndrome coronaire aigu? Non. Qui m'a dit non? C'est Aguila? Je crois que quelqu'un d'autre avait parlé en même temps, mais oui. Alors, On n'a pas de décalage en miroir sur qui est systématisé en territoire. super. Et il n'y a pas d'image en miroir sur des dérivations opposées. Super. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a rien de systématisé, il n'y a pas de ST+, ou d'équivalent ST+. Ce qu'on voit quand même là sur V1, de V1 à V3, c'est quelque chose qui semble fixé. Il n'y a pas quelque chose qui ressemble à un équivalent ST+. C'est possible, c'est possible. Ça peut éventuellement ressembler à un équivalent ST+. Et il faudrait les droites et les postérieures, surtout les postérieures, pour aller regarder s'il n'y a pas un ST+, c'est possible. Mais dans le terrain, enfin, sur le terrain, dans le contexte, avec les signes droits, on est plutôt sur
quelque chose qui traduit un retentissement sur le cœur droit plutôt qu'une pathologie coronarienne. Ce monsieur, il est dans l'énoncé pas diabétique et il n'a pas de douleur dans la poitrine et il est fébrile. Donc, on peut raisonnablement écarter le syndrome coronarien aigu. On peut, en tout Il est cas, diabétique. Pardon. il est diabétique. Ouais, il est diabétique. Bon, après, non pas que ça change Non, tout, non, mais mais c'est une, non, mais c'est ok. une vraie question. Alors, s'il est diabétique, on peut se poser la question, et un antidiabétique oral, tu as raison. Tu as raison. Donc, l'absence de douleur thoracique est peu évocatrice finalement, ou en tout cas, peut être mise sur le compte d'une neuropathie sensitive qui fait que le monsieur n'a pas de mal dans la poitrine. En tout cas, là, on est dans un tableau de détresse respiratoire aiguë, fébrile, sur une probable pneumopathie chronique avec un retentissement sur le cœur droit. Chronique. Tac. Alors, tic, tic, tac, tac. Qui répond à ça? Attends. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un. Oui, j'ai vu quelqu'un. Laurine. Je t'ai pas entendu jusque-là, Laurine. Mais t'es à la bibliothèque? Ah, donc tu peux pas parler. Bon, tant pis. Très bien. Ça, c'est un bon, un bon contre-Kems. Je suis à la bibliothèque, je peux pas parler. Parfait. Donatella, on avance? D'accord. Vous transportez votre patient sous VNI en réanimation. En brancardant le patient sur le lit de réanimation, vous observez une désaturation brutale en oxygène à une saturation ah oui, à une SPO2 de 84% et une nouvelle dégradation sur le plan respiratoire associée à des sueurs profuses. Le masque de VNI est bien en place et le respirateur fonctionne normalement. Le patient se plaint d'une douleur thoracique intense en regard de l'hémithorax droit. Et parmi les propositions suivantes, quel examen complémentaire demandez-vous en première intention pour faire le diagnostic immédiat de cette aggravation respiratoire? J'avais mis Avant de répondre, oui. dans quel tableau on est? Une une aggravation d'une détresse respiratoire déjà sévère D'accord. et Donc, qui était déjà brutale, mais qui est encore plus brutale du coup, donc là, l'univers veut faire mourir ce monsieur, ça c'est sûr et certain. il a pas de Mais chance. il n'a pas de chance. Mais qu'est-ce qu'on a mis avant? C'est-à-dire que tu es dans un tableau d'aggravation, mais est-ce que c'est une aggravation spontanée ou est-ce Non, que... sous VNI du coup. Avec D'accord. Donc, RPM, donc, refais du vélo. La VNI, c'est quoi le principe? c'est d'augmenter la pression, enfin un peu forcer le passage de l'air, dans les bronches. Donc on augmente la pression intrathoracique, quand on fait ça, Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse à faire? Merci Donatella pour cette... Voilà. Estelle. Ah, bonjour Estelle. Estelle, elle dit un mot, une bonne réponse. Ah, c'est bien Estelle. Mais il t'en manque un peu. Donc, l'objectif de la VNI, contrairement à la CPAP, il y en a deux en fait. Okay, c'est fournir une aide inspiratoire pour diminuer la fatigue musculaire respiratoire, pour surseoir à l'insuffisance respiratoire. Et puis deux, augmenter la pression intrathoracique, mais notamment la pression intra-alvéolaire, en utilisant une pression expiratoire positive, une PEP. Donc la VNI, ça fait de l'aide inspiratoire, c'est du support mécanique non invasif à l'insuffisance mécanique respiratoire. Et deux, ça fait une PEP, ça diminue, enfin, ça augmente la pression intra-alvéolaire, intrabronchique, intrabronchiolaire, intra-alvéolaire pour contrôler le collapsus alvéolaire ou diminuer ou arrêter, empêcher le collapsus alvéolaire, et puis aider à augmenter la pression intra-alvéolaire et intrabronchique pour diminuer la pression hydrostatique et faire ressortir l'eau des alvéoles, d'accord, et des bronchioles. Voilà à quoi ça sert une VNI. Et donc le corollaire de la VNI, qu'est-ce que ça fait sur les pressions intrathoraciques? elles augmentent. Eh oui, elles augmentent. Et quel est le risque d'une augmentation, notamment d'une augmentation d'origine gazeuse des pressions intrathoraciques? Le pneumothorax. Bravo. Qui a parlé? Ah oui, une diminution de la post-charge. Ah oui, maintenant, elle est déjà dans le futur. Et on est d'accord, une augmentation de la pression intrathoracique, ça diminue en effet
ça diminue la précharge. Hein, l'augmentation des pressions intrathoraciques, ça diminue la précharge. Parce que ça diminue le retour veineux. En augmentant la pression intrathoracique, vous appuyez sur le ventricule droit, comme on l'a vu tout à l'heure. En appuyant sur le ventricule droit, il y a une pression télédiastolique qui est diminuée, donc la pompe ne peut plus fonctionner. La précharge diminue, d'accord, le volume sanguin qui revient dans le ventricule droit quand les pressions intrathoraciques sont augmentées est diminué. Tout à l'heure, vous avez dit l'inverse, je crois. Oui, Pardon. c'est pour ça que j'ai dit je suis désolé, parce que tout à D'accord. l'heure, on s'est dit pas ça. Non, c'est la précharge qui est diminuée, d'accord. La post-charge, c'est après le ventricule gauche. La précharge, c'est dans le ventricule droit. Et donc, ce que ça t'évoque là, en effet, c'est un pneumothorax. Pneumothorax n'est pas c'est pas un mot-clé stricto sensu. Si je dois, alors là, il n'y a pas tous les éléments pour évaluer la gravité du pneumothorax, mais si je dois te faire répondre pneumothorax, tu ne peux pas me dire simplement pneumothorax. Tu as raison, c'est un pneumothorax, mais là, c'est plutôt un pneumothorax iatrogène et probablement sévère. Okay, c'est pas une bulle de pneumothorax. Donc, avant d'avoir la confirmation du volume du pneumothorax, tu peux pas m'en parler, mais tu peux la présupposer, d'accord. Il va bien, tu mets la VNI, boum, il s'aggrave, il n'a pas simplement mal à l'apex. Okay, il redésature brutalement. Donc, c'est plutôt un pneumothorax un peu sévère. Tout à fait. Donc, ta réponse, c'est là. Là, c'est du coup la radiographie thoracique. Félicitations. D'accord. Félicitations, bravo. Ça, c'est la première chose à évoquer. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Ah, regardez pas. Oh là là, voilà. Bon. On va dire que c'est bon que ça tient dans toute la fenêtre là. Qui veut interpréter cette radio? J'aimerais bien. J'ai pas entendu. Je veux bien. Alors c'est toi, mais je sais toujours pas qui c'est toujours Aguila? Aguila, oui. Alors vas-y, je t'écoute. Alors, je sais pas si j'ai besoin de dire les critères de qualité de la radio. Il est assis, donc on voit bien quand même l'estomac, on voit suffisamment de côtes. Mais si je vais directement sur l'interprétation, il y a une hyper clarté de l'entièreté du champ pulmonaire droit. D'accord. Et donc, ça nous orienterait vers un pneumothorax complet secondaire. Ouais, c'est tout? C'est très bien, mais est-ce que c'est tout? Je dirais qu'il y a quand même une compression. Ça comprime un peu. Sur quel critère? Je sais pas si j'ai pas le bon nom. Mais je trouve que la silhouette cardiaque, elle est. Enfin, du côté droit, elle est pas. Elle a l'air d'être poussée, mais je saurais pas dire exactement comment. D'accord. Est-ce que quelqu'un a. Je te remercie pour cette proposition. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Au niveau de la silhouette cardiaque, elle est effectivement. Enfin, je trouve aussi qu'au niveau de la courbure droite, c'est plus plat que ça devrait être. Et Ok. après, sinon, elle a l'air un peu augmentée de volume en. Oui, non, peut-être pas en fait, ça fait pas plus de 2 tiers. Et après, il y a une opacité, enfin des opacités un peu généralisées de l'hémithorax gauche. Ouais, ça alors. Tous les méchants gauche. Ouais, peut-être un peu. C'est pas très bien pénétré à gauche, donc je ne saurais te dire. Un petit syndrome interstitiel. Ouais, alors franchement, je sais pas. Sur l'interstitium, de toute façon, sur l'interstitium, tu sais, il faut avoir 1 centimètre à la paroi. Là, on voit pas très bien. C'est quand même pas très bien pénétré parce que c'est tout blanc partout. Il n'y a pas de gros paquets. Bon, bref. Mais l'image intéressante, c'est pas à gauche, en effet, même s'il faut qu'on y pense. L'image intéressante, elle est à droite. Juste, même si je sais que, et je vous le dis, aux échos, on ne vous demandera pas s'il y a une radio pathologique. On ne vous demandera très probablement pas, je me reprends, on ne vous demandera très probablement pas de donner les critères de qualité de l'examen. D'accord? On ne va pas vous demander, voilà, est-ce qu'il y a 8 espaces intercostaux, est-ce que c'est bien de face, est-ce que c'est bien pénétré, etc., etc. Probablement pas. C'est bien d'y penser,
parce que ça vous prend 30 secondes de les citer. C'est bien d'y penser. Vous focalisez pas trop là-dessus, notamment dans une situation d'urgence vitale. Là, ce qu'on va attendre de vous dans vos dossiers écrits et aux échos, c'est que vous identifiez immédiatement qu'à droite, il se passe quelque chose, que si à droite, il se passe quelque chose, que c'est complet ou pas. Si c'est complet, est-ce qu'il y a des signes de gravité? Et les signes de gravité d'un pneumothorax, je vous rappelle qu'ils sont au nombre de 3. Numéro 1, le fait qu'il soit complet, c'est un signe de gravité. Numéro 2, qu'il soit associé. Ouais, bon, ouais, d'accord. Puis une Qu'il soit. bride. Alors, une bride, je ne sais pas. En tout cas, qu'il soit associé à un hémothorax. D'accord? Un hémopneumothorax, c'est un signe de gravité parce qu'en effet, il est possible qu'il y ait une bride qui saigne. D'accord? Donc, s'il y a un épanchement, c'est un signe de gravité. Et puis surtout, le numéro 3, celui qui nous fait dire ça va mal se passer dans les minutes qui viennent, vraiment l'univers s'acharne sur ce pauvre monsieur, c'est quoi? Vous l'avez dit, et si c'est compressif. Si c'est complet, c'est probablement compressif. Il faut quand même le dire. Il est complet et compressif. Et sur quels arguments vous dites qu'il est compressif? Ben, c'est simple. C'est si la silhouette cardio-médiastinale est déviée ou si la trachée est déviée. Et là, est-ce que le cœur, est-ce que le médiastin est dévié? La réponse est probablement oui. Vous voyez là qu'il y a une clarté rétrocardiaque qui est soit du médiastin poussé, soit les bronches. Bon, bref, en tout cas, il y a vraiment une déviation. On a l'impression quand même que ça appuie. Vous aviez raison. Ici, là, ça appuie. Donc, c'est un pneumothorax qui est compressif. Est-ce qu'il y a un hémothorax? A priori, non, même si on ne voit pas bien la fin du cul-de-sac. Il n'y a pas de gros hémothorax. En tout cas, il n'y a pas de gros épanchements. Peut-être que pour pinailler, ou pour aller faire gagner un point chez un pneumologue un peu zélé. On vous mettrait une radio avec de l'emphysème sous-cutané, ce qui renforcerait encore votre diagnostic. Donc l'emphysème sous-cutané, hein, c'est des clartés sous-cutanées. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais il faut regarder les tissus mous parce que ici, en sous-claviculaire, en sous-axillaire, il peut y avoir des clartés, donc des images noires qui font penser à de l'air sous la peau. D'accord? Donc la réponse est d'accord, personne ne me répond. Donc la réponse est que c'est un pneumothorax complet compressif sans hémothorax, ça c'est la réponse totale. Et quel est le traitement immédiat? Oui, il y a je ne sais pas qui est O, mais O, bonjour. Il y a une déviation de la trachée, une déviation de la trachée bilatérale. Je ne sais pas à quoi ça peut correspondre, mais en tout cas, oui, il y a une déviation de la trachée. Et de la bronche, hein, de la bronche souche-gauche probablement. On voit que c'est dévié ici. Bilatéral, c'était pour les signes de gravité dans le pneumothorax. Ah oui, bah oui. Bah oui. Et c'est qui O? Oui, mais bilatéral de quoi? De pneumothorax. Oui, bien sûr, pneumothorax bilatéral. Oui. Un pneumothorax bilatéral compressif, c'est un patient qui est mort, hein. Un patient qui ne peut plus respirer. Un bilatéral compressif, il ne peut plus respirer, le patient. Il n'y a plus de poumons. Hein. Okay, donc, s'il est bilatéral complet, ça ne va pas bien se passer dans les secondes qui suivent. D'accord. Quel est le traitement d'un pneumothorax pareil, là, d'un tel pneumothorax? C'est la décompression thoracique. Okay, donc on dit que c'est l'exsufflation. Le terme alloué, le terme dédié, c'est décompression thoracique. Si vous avez exsufflation, parce que là vous avez exsufflation, si vous avez dans vos questions exsufflation, évidemment vous cochez exsufflation, vous pensez que c'est une décompression. Exsufflation, ça ne traduit pas très bien, je trouve, et de toute façon c'est ce qu'on dit, ça ne traduit pas vraiment vos objectifs de diminution de la pression intrathoracique, c'est une décompression à l'aiguille. Très bien. Donc, nous avons fini ce dossier. On peut revenir sur les questions que vous voulez. On a encore un petit peu de temps si vous voulez discuter du module F, notamment sur la partie urgence. Si vous avez des questions là maintenant sur quelle que soit votre thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas. Je suis là. Si vous voulez tous aller boire un café et continuer à travailler autre chose,
on peut le faire aussi. C'est comme vous voulez. Et vous n'êtes pas obligé de répondre dans les 10 secondes, hein. On peut réfléchir tous tranquillement. Moi, j'ai pas de questions. Toi, tu es pressé d'aller faire autre chose et c'est ton droit le plus absolu. Pas de questions? Aguila, je suis au SAMU et aux urgences. À Mont-d'Or. Moi, j'ai pas de questions non plus. Très bien. Eh bien, si c'est une fin d'exercice, c'est une fin d'exercice. Je t'en prie maintenant avec plaisir. Bon voyage à celles et ceux qui sont dans le TGV. Bon courage à ceux et celles qui sont à la bibliothèque. Bon courage à tous ceux qui n'ont rien dit et qui ont laissé les courageuses du jour, à savoir Donatella, Clara, Aguila, un peu Manon, un peu Marguerite, prendre des risques et répondre. Je vous souhaite à toutes et à tous des belles études et j'espère qu'on se verra dans les services et que vous ne ferez pas comme Clara, vous viendrez en stage, comme ça vous me croiserez. Je plaisante, Clara, je plaisante. On Ça me s'est croisés fera... en staff, mais c'est tout. Ah bah tu vois, on s'est croisés en stage. Finalement, j'étais là. N'oubliez pas, s'il vous plaît, quand même, j'insiste, j'ai une petite tribune, donc j'insiste. Je vous remercie pour vos remerciements, je vous remercie pour celles et ceux qui ont fait des compliments, les autres, tant pis. Ce qui est important quand même que vous gardiez bien en tête, les amis, c'est que, vous allez toutes et tous être médecins et ce sera super. Ok. Ne vous montez pas la tête sur la performance du concours. C'est hyper important de faire la différence entre ce que vous maîtrisez et ce qu'on vous demande de recracher. Gardez en tête que si vous passez un petit peu plus de temps à comprendre la question que vous étudiez, vous allez gagner beaucoup de temps et surtout beaucoup de facilité pour travailler, pour répondre à votre concours et pour travailler dans le futur. Si vous apprenez par cœur, et je suis désolé pour cet exemple parce que c'est celui qui me vient tout de suite, si vous apprenez par cœur que le S1Q3 c'est un signe d'embolie pulmonaire, tout le monde est capable de le faire. Ma fille de 12 ans qui est au collège et qui connaît rien à la médecine, si je lui apprends que le S1Q3 c'est un signe d'embolie pulmonaire et que je lui pose la question dans 3 mois de quoi le S1Q3 est-il un signe, elle va me répondre d'embolie pulmonaire. Vous, on vous demande d'intégrer les connaissances que vous avez et que vous accumulez. Soyez fiers de vous, de tout ce que vous faites, ok. Ne vous faites pas tabasser par le système qui vous fait croire que votre futur et votre vie vont être absolument déterminés par un classement. Ce n'est pas vrai. Votre vie, elle va être conditionnée par la façon que vous allez avoir d'intégrer les connaissances que vous avez. Et donc, si vous intégrez correctement vos connaissances, vous allez tout cartonner. Essayez de comprendre, je vous en supplie, ne faites pas les singes savants. Voilà. Ok. Passez un petit peu plus de temps à aller fouiller la question. Est-ce que la pression intrathoracique, ça augmente la précharge, la post-charge, etc., etc. Ok. Quels sont les critères de qualité d'un ECG? En fait, qu'est-ce qu'un ECG va étudier, va analyser? Que regarde une électrode? Comment ça fonctionne? Quelle est la physiopathe? Etc., etc. Dans les troubles du rythme, dans les dysmétabolies, par exemple. Je pense à ça. Vous êtes tous en train d'essayer d'apprendre par cœur les signes ECG de la dyskaliémie. À partir du moment où vous avez fait l'étape en amont, c'est de savoir comment fonctionne le potentiel d'action et à quelle temporalité du potentiel d'action fonctionne quel ion. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur, il faut essayer de comprendre. Une fois que vous avez fait ce travail de compréhension, je vous assure, vous allez être capable de tout bien intégrer et de tout déchirer. Je vous souhaite des bonnes études et puis à bientôt pour celles et ceux que je croiserai en stage et à l'avenir quand vous serez nos confrères et nos consoeurs. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage.